à nos téléspectateurs de Lastleaks sur la chaîne YouTube et à tous nos lecteurs du site internet lastleaks.fr. On vous souhaite une excellente année 2023. Bonjour Agibou. Bonjour, chers amis internautes et followers du site et de la chaîne YouTube lastleaks.fr. Bonne et heureuse année. Tous nos voeux les meilleurs pour cette nouvelle année. On vous souhaite tout le meilleur pour les projets qui vous tiennent à cœur et continuez à nous soutenir et à partager les vidéos et à nous remonter aussi vos retours pour qu'on puisse s'améliorer afin que l'offre puisse être véritablement adaptée à vos attentes. En tout cas, merci pour les retours et j'espère que nous aurons une année 2023 exaltante en termes d'analyse des faits saillants de l'actualité. En tout cas, c'est tout le mal qu'on attend de cette année et plein de perspectives en tout un chacun pour ce qui le concerne. Alors Agibou, naturellement, pour cette première émission de l'année 2023, je te propose de faire une rétrospective de l'actualité analysée. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans l'actualité au niveau national ici en France comme à l'international, au Sénégal particulièrement? 2022, ça a été une année électorale pour la France et le Sénégal. J'espérais au moins pour le NUPES, ou en tout cas j'avais espéré que Mélenchon aurait pour cette fois-ci réussi le laisser. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. On a eu un face-à-face, un remake de Macron-Le Pen en France. 2022 aussi, ça a été l'année des Gilets jaunes qui ont été résilients, résistants, en dépit de toute la campagne de désinformation et de stigmatisation dont ils ont fait l'objet, alors que c'est la masse laborieuse qui va au fourneau et grâce à laquelle aujourd'hui l'économie française, en tout cas, tient malgré tout. 2022 pour le Sénégal, c'est aussi le changement radical qui s'est opéré au niveau du Parlement avec une entrée bouleversante et déconcertante pour la majorité de l'opposition. Voilà, en gros, sur le plan politique, ce que je peux retenir. Et ensuite, nous avons une année de crise russo-ukrainienne avec des externalités de niveau mondial qui a bouleversé l'ordre des choses et qui redistribue les cartes au niveau géopolitique et qui annonce, qui préfigure, en mon sens, la fin du monopole occidental et la reconfiguration d'un nouvel axe entre la Chine, la Russie et il y a un décentrement d'une certaine manière du leadership mondial qui est en train de s'opérer à la faveur c'est pas de nouveaux acteurs, ce sont de vieux acteurs, tout au contraire, mais qui, en tout cas, s'émancipent de plus en plus maintenant de l'emprise européocentriste dans la gouvernance du monde et dans la gestion courante des affaires du monde, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, il y a un nouveau boulevard qui s'est ouvert. On verra jusqu'où ça va mener. Il se subodore qu'il va y avoir certainement un conflit ouvert maintenant entre la Chine et les États-Unis. Quand on voit tout le déploiement militaire que les Américains sont en train aujourd'hui d'opérer au niveau de l'océan Indien et dans la zone Pacifique. Donc tout ça, en tout cas, n'augure rien de bon. Bon, on verra jusqu'où ça va nous mener. Et il y a aussi le risque aujourd'hui de l'éclatement de l'Union européenne. Nous voyons maintenant que le couple franco-allemand, qui était le moteur de l'Union européenne, aujourd'hui, en tout cas, connaît quelques grincements.
La machine est plus ou moins grippée. Et pour preuve, l'accueil, en fait, l'invitation de la visite d'État qui a été proposée et acceptée à Emmanuel Macron dans la perspective pour les Américains d'exercer une sorte de pression sur le peuple allemand par rapport à des orientations que les Allemands ont eues et qui n'agréaient pas les États-Unis, notamment depuis l'époque de Nord Stream, quand les Russes et les Allemands ont voulu monter le pipeline Nord Stream, ce n'était pas du goût des Américains et à terme, les Américains ont réussi à saboter ce projet. Aujourd'hui, le port de Hambourg est convoité par les Chinois. Les Chinois voudraient acheter le port pour des raisons stratégiques et les Américains aussi ne le voient pas d'un bon œil et donc sont aujourd'hui en train de vouloir refermer le marché américain contre les produits semi-finis dont les Allemands sont les premiers fournisseurs du marché américain. Et donc les Français sont en train de se positionner en concurrent au lieu de s'associer avec les Allemands et avec leurs partenaires européens, de s'organiser de manière à pouvoir apporter une contre-offensive par rapport à la mégalomanie états-unienne en matière de commerce international. Et bon, pour finir maintenant, l'Afrique est exempt. L'Afrique qui souffre d'un leadership éclairé, souffre de leaders qui ont une perspective dans ce que je viens de décrire, très soucieuse de préserver les intérêts des Africains. Comme disent les autres, America First. Nous, on n'a pas encore de leaders africains qui disent Africa First. Au contraire, nous sommes une sorte de passoire convoitée par les puissances. Et nos leaders sont plus ou moins des marketeurs et des commerciaux qui vendent leur continent au plus offrant sans se soucier des conséquences économiques et sociales et politiques que cela pourrait engendrer dans les années à venir. Donc voilà ma lecture rétrospective de l'actualité mondiale. Après la rétrospective de l'actualité de l'année 2022, il y a la première actualité à commenter pour cette année 2023. C'est évidemment le discours à la nation du président Macky Sall d'hier soir. Alors, est-ce que comme beaucoup de politiciens ou peut-être même de la population sénégalaise, est-ce que tu t'attendais à ce qu'il évoque la question de sa troisième candidature ou du troisième mandat? As-tu été déçu? Y a-t-il des questions qu'il n'a pas abordées? Est-ce que tu l'attendais sur certains points qu'il n'a pas évoqués? En fait, pour dire vrai, je ne m'attendais pas à grand-chose du discours de Macky Sall quant au fond. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une sorte de pression agitée par l'opposition qui voudrait qu'il se prononçât sur sa volonté ou non de briguer un troisième mandat. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il tranche la question à l'occasion du discours à l'adresse de la nation en fin d'année. Mais pour maintenant en venir sur le contenu de son discours, je pense que le discours a été un creuset de lieux communs constitué de bilans d'autosatisfaction qu'il s'est donné par rapport au bilan matériel, les routes qu'il a fait faire, le nombre de puits, le nombre d'écoles, le nombre de types. Donc ça, c'est des discours que nous avait déjà habitués le président Abdoulaye Wade. Donc cette fois-ci, il s'est complètement inscrit dans la même lignée ou dans la même foulée, si bien que j'ai eu quelque part un peu le sentiment de rejoindre le physicien Albert Einstein en écoutant le discours de Macky Sall. Albert Einstein disait qu'un système de valeurs fondé sur le bonheur individuel et le confort est tout simplement bon pour un troupeau de bétail.
Donc, la satisfaction, ce n'est pas tout simplement du matériel, des routes, il y a aussi le bilan immatériel. Et le bilan immatériel, aujourd'hui, est la cause de la plus grande frustration des Sénégalais à son égard, notamment sur la gestion sobre et vertueuse qu'il nous avait promise à l'entame de son mandat il y a 10 ans, la patrie avant le parti, et on a vu in fine que ça a été la famille avant le parti et le parti avant la patrie. Donc, il y a une déception d'un point de vue moral qui, je veux dire, prend du volume et de l'amplitude au fil des années et qui s'aggrave d'une certaine manière au regard des emprisonnements intempestifs pour des délits d'opinion. Je pense aux journalistes Pape Alé Niang, je pense à Cheikh Oumar Diagne, je pense à Karim Xurum Xaq, je pense à Fadilou Keïta du parti Pastef. Autant de personnes qui ont tout simplement eu le tort d'émettre une analyse qui soit contradictoire ou qui soit même accusateur vis-à-vis de l'État, mais ça reste un point de vue. On est dans le cadre de l'exercice des libertés d'expression qui sont consacrées par la Constitution et qui aujourd'hui se retournent contre leur auteur comme délit d'opinion qui leur vaille maintenant un embastillement sans forme de procès. Donc le discours en lui-même, il était long, 25 minutes, et chose encore plus grave, c'est que je ne sais pas qui a été le nègre pour ce discours-là, mais les entorses et les barbarismes vis-à-vis de la langue française, on en compte la tonne et le quintal. Donc, c'est peut-être lié au stress qu'ont occasionné les coups de casserole que l'opposition a donné comme mot d'ordre à l'adresse de la population, qui s'est approprié ce mot d'ordre massivement, hélas pour lui. Donc, je pense que, voilà, je ne m'attendais pas à grand-chose. C'est juste un cérémonial, une adresse à la nation. Et pour ce qui concerne sa décision de briguer ou non une troisième candidature, je pense qu'il va encore garder le suspense, puisque il y a un problème, en fait, une épine qui lui reste sous le pied, c'est l'affaire Adji Sarr. Tant que cette question-là n'aura pas été tranchée de manière définitive, il ne se prononcera pas sur la troisième candidature. Donc, attendons voir. Ben justement, tu viens de faire la transition. On ne peut pas terminer sans évoquer le concert de casseroles qui a eu lieu hier sur l'étendue du territoire sénégalais. Ça a été, on peut le dire, d'une certaine manière, une réussite. Malgré que, voilà, c'était le dernier jour de l'année, c'était une fête des chrétiens, comme le soutiennent certains, et c'était aussi le jour où est décédé le pape Benoît XVI. Je pense qu'on aurait dû commencer par nous incliner devant la mémoire du pape Benoît XVI et présenter nos condoléances émues et attristées à la communauté chrétienne et prier pour le repos de son âme. Oui, il y a une lecture politique à avoir par rapport au concert des casseroles. La lecture politique aujourd'hui, c'est la légitimation de Ousmane Sonko en tant que donneur d'ordre et en tant que leader, suivi par une population. Et en même temps, c'est un message subliminal envoyé au juge Maham Diallo par rapport aujourd'hui à l'appropriation du discours ou de la version d'Ousmane Sonko sur cette affaire par l'opinion. Et que donc, c'est une sorte de mise en demeure, gare à une condamnation. Ça peut se comprendre comme ça. La deuxième chose aussi, c'est qu'il y a une sorte d'aveu d'impuissance des leaders de l'opposition. Envoyer les gens taper des casseroles face à un régime dont ils disent que c'est un régime arbitraire, qui vole l'argent, qui parraine les détourneurs,
qui viole la loi et qui foule aux pieds les principes républicains, est-ce que, à la lecture maintenant de tout ce construit discursif, de tout ce discours, la réaction appropriée, ça devrait être la révolution. Ce n'est pas de taper sur des bols. Donc, il y a une certaine inconséquence par rapport aux actions de réaction qu'ils proposent vis-à-vis de l'existant et le discours qu'ils tiennent pour caractériser le pouvoir. Donc, si c'est un pouvoir qui foule aux pieds les lois de la République, dont ils ont la charge d'assurer le respect et de garantir l'observance du respect, si ceux-là même sont les premiers à fouler aux pieds donc les lois et règlements de cette République, l'opposition ferait mieux peut-être de proposer une révolution plutôt qu'un concert de casseroles par rapport à des fossoyeurs de la République. Donc s'il y a un aveu d'impuissance qu'il faut entrevoir derrière aussi cette action politique-là. En fait, il faudrait juste peut-être préciser de quelle révolution tu parles. Parce qu'il y a révolution et révolution quand même. Il y a la révolution comme l'évolution orange. Nous l'avons connue en Ukraine en 2004. Nous avons connu la révolution de Place Tahrir en Égypte, qui a fait tomber un régime dictatorial de plus de 30 ans. Donc, voilà, c'était d'inviter les populations à aller occuper une place de manière indéterminée tant que le régime ne serait pas parti. S'ils sont si soucieux de sauver les Sénégalais des griffes de ces fossoyeurs, de ces détourneurs, de ces les qualificatifs et les superlatifs n'en manquent pas à entendre leur discours. Maintenant, la réaction qu'ils proposent, à mon sens, est non seulement disproportionnée, mais totalement timorée. Et c'est ça, en fait, c'est là où j'ai un problème de cohérence avec leur discours. Enfin, Agibou, ton dernier mot pour clore ce tout nouveau numéro de Round-Up de l'année 2023. Et j'en profite d'ailleurs pour souhaiter à tout le monde une excellente année, une année de paix surtout, c'est important, et une année de santé. Mes meilleurs voeux à l'ensemble des followers et à nos compatriotes et à tous nos amis du monde. Et m'incliner encore une fois devant la mémoire du pape et prier pour tous ceux qui sont partis. Et souhaiter un prompt rétablissement à tous ceux qui sont dans les hôpitaux, tous ceux qui sont empêchés, ceux qui sont malades. Et voilà, plein d'accomplissements et de bonheur pour les jeunes, les plus jeunes que nous. Et puis continuer à nous supporter, continuer à partager les vidéos et à nous remonter vos feedbacks. Nous sommes à l'écoute. Merci en tout cas pour le soutien. Et on fait du mieux que nous pouvons pour donner satisfaction à vos attentes.